others want to see. Lanceurs d'alerte en prison, activistes traqués, les libertés individuelles en danger au Sénégal. Les articles 80, 255 du Code pénal, un arsenal trop répressif au goût des grands démocrates du pays. Faut-il réformer? Comment diminuer les pouvoirs du président de la République? Pour répondre à toutes ces questions, Binta Diallo reçoit ce dimanche Pape Kane, membre fondateur de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, et Maître Moussa Sarr, avocat inscrit au barreau de Dakar. Remue Ménage, c'est tous les dimanches. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui Maître Moussa Sarr, avocat à la Cour. Merci Maître d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Binta, bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour Monsieur Kane. Nous recevons également Pape Kane, membre fondateur de la RADDHO. Merci également à vous, Monsieur Kane, d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Binta, et bonjour à Moussa. Alors, l'on a noté des articles liberticides dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, comme les articles 80 et 255. Ce dernier article a conduit d'ailleurs Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières, en prison. L'article 139 du Code de procédure pénale, Maître Moussa Sarr, dispose que quand le procureur vise les articles 55 à 100 et 255 du Code pénal, le juge d'instruction qui hérite du dossier est tenu de placer sous mandat de dépôt l'inculpé. Est-ce que le combat ne doit pas se situer à ce niveau pour pouvoir changer ces dispositions? Merci Madame Diallo. Effectivement, le combat doit se situer à ce niveau et ailleurs. Oui. Ailleurs, à ce niveau et ailleurs. C'est une question beaucoup plus globale. Oui. Nous avons un problème aujourd'hui de modernisation de notre système judiciaire. Quand je parle de modernisation, ça inclut toutes les questions. Aussi bien la réforme de certaines dispositions liberticides, aussi bien le renforcement de l'indépendance de la justice, aussi bien le renforcement des moyens humains et matériels de la justice. C'est pourquoi je préfère ce terme générique de modernisation de la justice. Il est vrai, de manière beaucoup plus spécifique, nous avons un code pénal ultra répressif. Vous venez de viser tout à l'heure l'article 139 du Code de procédure pénale qui indique que sur réquisition de monsieur le procureur dûment motivée, lorsqu'une personne est poursuivie pour les articles, est poursuivie sur la base des articles 56 à 100 et 255, le juge d'instruction est tenu de le placer sous mandat de dépôt. Ça veut dire que le juge d'instruction, qui est un juge du siège, qui bénéficie de en principe, qui doit bénéficier de la liberté d'appréciation, qui est indépendant, en l'espèce, a les mains liées. J'estime que dans un état de droit, ces textes ne sont plus adaptés. C'est des textes surannés. Ça veut dire quoi? Nous avons un code pénal qui a 436 articles, quasiment 500. Ça veut dire que sur ces 436 articles, 45 articles, il y a 45, quasiment un cinquième des textes où il y a un pouvoir exorbitant du procureur de la République qui, s'il le décide, lorsqu'un citoyen est poursuivi pour l'un de ces délits ou crimes, sur ces 45, le juge est obligé de vous placer sous mandat de dépôt. Alors que le parquet dépend de l'exécutif. Vous voyez le problème que cela pose. Donc, j'estime que certains de ces articles, pas tous, mais certains de ces articles n'ont plus aujourd'hui, dans un état de droit moderne, leur place dans notre dispositif. C'est le cas, pour moi, de l'article 255, qui parle de diffusion de fausses nouvelles, l'article 80, et tant d'autres, pour moi, qui doivent faire l'objet de révision. Et revoir fondamentalement également la toute-puissance du parquet. Le parquet au Sénégal a des pouvoirs exorbitants qui ne sont pas concevables dans un état de droit moderne. Je ne dis pas que le parquet ne doit pas avoir de pouvoir. Le parquet doit avoir un pouvoir pour rechercher d'éventuels délinquants, pour poursuivre. Mais ce pouvoir exorbitant est une menace constante, est une entrave au bon fonctionnement de l'état de droit. Surtout qu'au Sénégal, il y a une confusion de rôle. Le rôle du parquet, ce n'est pas de mettre en prison. Le rôle du parquet, c'est de rechercher
des délinquants, de poursuivre et de mettre à la disposition de la justice. Mais au Sénégal, le parquet garde toujours la possibilité, en matière de flagrant délit, de vous placer sous mandat de dépôt. Ce qui n'est pas concevable, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas conforme à un état de droit. Oui, Pape Kane, alors est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Moussa Sarr qu'il faut revoir certains dispositifs du code pénal et du code de procédure pénale qui sont surannés? Je suis entièrement d'accord avec lui. Et j'irai même plus loin que lui, parce que je considère, moi, que le code pénal qu'on a, c'est le code qui fait une continuité avec la loi coloniale. Il n'y a pas de grande différence entre ce que nous avions pendant la période coloniale et ce que nous avons aujourd'hui. Et la grande différence entre cette période coloniale et la période que nous vivons à l'heure actuelle, c'est que le Sénégal est devenu un pays indépendant. Le Sénégal s'est engagé sur une trentaine de traités à respecter les droits de la personne humaine. Et ce qu'on constate aujourd'hui, amèrement d'ailleurs, parce que, et c'est là où les propos de Maître Sarr sont vraiment importants, c'est qu'il n'y a pas eu d'impact de ces traités, non seulement dans la législation interne, mais aussi dans la pratique de l'État. Et j'espère que nous en reviendrons tout à l'heure sur la diffusion de fausses nouvelles, les questions de diffamation et autres. Il y a non seulement ce que disent les traités, mais il y a aussi l'interprétation que les organes chargés de l'application de ces traités ont donnée et qui doivent nécessairement s'appliquer au Sénégal. Ni l'un et l'autre n'ont été faits dans le pays et on se retrouve donc, le citoyen se retrouve complètement démuni face à la puissance de l'État. Et c'est là où les organisations de droit interviennent, essaient de pousser l'État à faire plus. Mais l'État ne semble pas vouloir écouter. Oui, il y a également, Maître Sarr, l'épineuse question de la suppression de l'article 80, mais c'est comme si ce sont des promesses qu'on ne tient jamais, qu'on ne respecte jamais du moins, et cela constitue apparemment une arme entre les mains des pouvoirs qui se sont succédés à la tête du Sénégal. Oui, vous l'avez relevé avec pertinence. La question de cet article, à titre symbolique, tous les régimes qui sont passés s'étaient engagés, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, de supprimer cette disposition. Mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, on se rend compte qu'ils mettent cette question aux oubliettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette disposition et tant d'autres sont utilisées à des fins politiques. C'est une arme qu'on garde dans un tiroir pour, en cas de nécessité politique ou politicienne, de l'utiliser pour museler éventuellement des opposants ou des citoyens qui ne sont pas d'accord avec la politique en place. Ça, nous l'observons depuis des décennies. Donc, il ne fait aucun doute que ce texte est suranné. Parce que tous ces dirigeants aujourd'hui ou hier, à un moment, ont été victimes de cet article, ou même s'ils ne l'ont pas été, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, avaient pris l'engagement de supprimer cette disposition, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, la nécessité du toilettage de nos textes, surtout de notre code pénal, qui est un code de 1965. M. Kane le disait tout à l'heure, c'est au lendemain de l'indépendance. C'est-à-dire, pour l'essentiel de notre code pénal, c'est une survivance d'un texte colonial. Il y a besoin de remettre à plat notre code pénal, l'adapter à un état de droit moderne, à une démocratie, et surtout en allant dans le sens de la sauvegarde des libertés fondamentales. Ça veut dire les libertés d'expression, les libertés de marche, surtout ces deux libertés. Parce qu'un des talons d'Achille de notre démocratie, c'est qu'on n'arrive pas au Sénégal à banaliser la marche, la liberté de marche. Alors que dans une démocratie qui se prétend majeure, la marche doit être banalisée. Et c'est même une forme de légitimation du pouvoir entre deux élections. Et qui est même inscrit dans notre charte. C'est pourquoi je le dis, c'est une liberté fondamentale, la liberté d'expression. On voit, avec la mise en œuvre de ces dispositions, qu'il y a une entrave à la liberté d'expression, à la liberté de marche. C'est comme le cas de diffusion de fausses nouvelles. Pour moi également, comme pour d'autres citoyens, pour beaucoup de citoyens, cette disposition également, elle est complètement
dépassé. Oui. C'est un des vestiges du passé. Absolument. Diffusion de fausses nouvelles. Sur ces fausses Tout à nouvelles. fait. Le temps que Pape Kane réagisse sur l'article 80, Oui, qui pose toujours problème et qui existe toujours dans l'arsenal juridique du Sénégal. La première chose que je dirais, et pour aller un peu dans le sens de Maître Sarr, c'est que les lois doivent être précises, surtout les lois pénales, pour permettre aux juges de bien régler une situation. Mais l'article 80, c'est une disposition bateau. On peut mettre n'importe quoi. C'est un fourre-tout. Un fourre-tout. Et la loi sénégalaise, la loi pénale sénégalaise, comme il dit, est pleine de ces genres de dispositions qui permettent à l'autorité de faire ce qu'elle veut. Quand je dis revoir les textes, surtout rendre notre code pénal conforme aux engagements, c'est de ça que je parle. La deuxième chose, c'est que ici au Sénégal, on a comme l'impression que l'État aussi n'a même pas l'intention de se conformer au droit. Il a tout à l'heure parlé de la liberté de marché, les marches. Il dit qu'il faut qu'on arrive à rendre cela naturel. Oui. Mais je peux vous citer un nombre incalculable de décisions de justice qui ont non seulement annulé les arrêtés du préfet ou les arrêtés du gouverneur, et ont même été pédagogiques à certains égards pour dire que lorsque telle conditions sont remplies, l'autorité a l'obligation de faire cela. Les décisions de justice sont foulées aux pieds. Alors, c'est là où, comme il l'a dit, se pose la question de l'état de droit. Oui. Comment peut-on agir pour que les autorités politiques respectent l'état de droit? Mais pour que cela puisse se faire, il y a énormément de changements à mener. Tout à l'heure, il a parlé des pouvoirs extraordinaires du procureur de la République. La loi en dispose. Mais ce qu'on doit aussi garder à l'esprit, c'est que le procureur de la République dépend directement du ministre de la Justice. Oui, de l'exécutif. De l'exécutif. Et donc, ce qu'il fait, même s'il est juge, ce qu'il fait, il applique ce qu'on lui dicte. Et dans des situations comme celle-là, par exemple, le cas qui a ému la communauté récemment, l'arrestation de M. C, mais on voit clairement que là, qu'il y a pratiquement une demande qui a été faite par l'autorité pour embastiller quelqu'un, alors que dans des circonstances comme celle-là, il est dit clairement dans la jurisprudence que l'on ne doit pas du tout arrêter ou mettre en prison quelqu'un. Et donc, voilà là où nous nous trouvons en 2021 au Sénégal, qu'on dit être un pays qui respecte l'état de droit. Voilà, ça, vraiment, il faudra que nous tous, nous travaillons pour que cela change. Oui. Alors, Maître, vous l'évoquiez tantôt, les délits du genre fausses nouvelles. Aujourd'hui, est-ce que l'inculpé ne devrait pas être jugé dans je ne sais pas, en correctionnel ou en flagrant délit, je ne sais pas, pour ne pas être envoyé en prison quand même le temps de l'instruction? Oui, ça dépend de la nature des infractions. Pour ce qui est 255, comme il est indiqué par l'article 139, si vous êtes poursuivi sur cette base et qu'une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction est tenu de vous placer sous mandat de dépôt. C'est textuel. Maintenant, le problème de fond, au-delà de la réforme des textes, c'est est-ce qu'en l'espèce, il est toujours établi que les faits pour lesquels quelqu'un est prétendument poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles sont avérés, oui ou non. Parfois, il peut s'agir d'une manœuvre dans la qualification pour retenir quelqu'un, alors qu'on pouvait utiliser une autre qualification. Par exemple, la diffusion de fausses nouvelles, elle n'est pas très loin de la diffamation. Oui. Quasiment, c'est identique. Quasiment, j'ai dit. Mais on préfère diffusion de fausses nouvelles parce que c'est plus contraignant pour priver quelqu'un de liberté. Parce que si vous êtes poursuivi sur la base de ce texte suranné, vous allez ipso facto en prison. Et souvent également, il y a une erreur même dans la qualification. Parce que si on regarde bien l'article 255 du Code pénal, qui prévoit la diffusion de fausses nouvelles, est considéré comme diffusion de fausses nouvelles la publication, la diffusion, la divulgation, la reproduction de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées, ayant entraîné une désobéissance des lois du pays
qui a porté atteinte au moral des populations, qui a jeté le discrédit. Ça veut dire quoi? Ce qui est incriminé, ce n'est pas l'élaboration de l'information, entre guillemets, mais c'est le fait de divulguer. Ça veut dire c'est l'auteur de la divulgation qui doit être poursuivi. Si on prend le cas de l'affaire Boubacar Seye n'a pas divulgué, n'a pas publié, n'a pas reproduit, n'a pas diffusé. Donc, il ne doit pas être poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. La diffusion de fausses nouvelles concerne l'auteur de la divulgation, de la publication, et non pas l'auteur de celui qui a tenu les propos. C'est différent. Et c'est qui l'auteur? Mais celui qui a diffusé. Boubacar Seye n'a pas diffusé. Boubacar Seye est prétendument, on reprocherait à M. Boubacar Seye d'avoir tenu des propos. Oui. Donc, il serait l'auteur de propos. Mais le texte parle de diffusion. Ça veut dire celui qui doit être poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Au regard de cet article 255, c'est celui qui a diffusé, celui qui a publié, celui qui a reproduit, celui qui a divulgué. Boubacar Seye ne devait pas être poursuivi alors. Mais clairement, il serait que l'auteur des faits. Il n'a pas divulgué, il n'a pas publié, il n'a pas reproduit. Donc il ne serait pas publié. C'est une erreur manifeste. Boubacar ne peut pas et ne doit pas être poursuivi sur la base de 255, qui incrimine le fait de publier. C'est différent de l'auteur des propos. C'est différent. L'auteur des propos pourrait être poursuivi pour diffamation contre les administrations publiques, 259 du Code pénal, 260 contre des membres du gouvernement, etc. Et non pas 255. 255 vise les auteurs de publication, de diffusion, de divulgation et de reproduction. Donc pour moi, il y a erreur manifeste dans cet acte de poursuite. Les délits de fausses nouvelles, ça pose problème. Ouais. Madame, vous voyez, c'est justement là, tout à l'heure, ce qu'il vient de dire qui illustre le propos que j'avais eu tout à l'heure en parlant du caractère obsolète des lois sénégalaises. Oui. Alors, je vais vous citer un passage d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme relative à une affaire concernant un journalisme et qui parle de la liberté d'expression. Parce que ce dont on parle, au fond, c'est la liberté d'expression. Parce qu'il même diffuser des nouvelles, c'est la liberté d'expression. Et la Cour dit ceci, et parce que le Sénégal étant parti à la charte africaine, il est tenu par l'interprétation qu'une telle cour donne de ce que c'est que la liberté d'expression. La Cour dit ceci, et je cite, « Hormis les circonstances graves et très exceptionnelles, en particulier l'apologie des crimes internationaux, l'incitation publique à la haine, la discrimination ou les violences ou les menaces à l'égard d'une personne ou d'un ensemble de personnes, en raison de critères spécifiques tels que la race, la couleur, la religion ou l'origine nationale, les infractions aux lois relatives à la liberté de presse et d'expression ne sauraient être sanctionnées par des peines privatives de liberté sans être contraires à la Charte africaine des droits de l'homme. » Donc, vous voyez que ici, le problème qui se pose, c'est même la conformité des dispositions du Code pénal par rapport aux engagements que le Sénégal a pris. Et on pourrait vous citer un nombre incalculable de situations qui sont vraiment contraires. Et c'est ça qu'il faut changer. Et c'est ça qu'il faut changer. Et je ne sais pas comment on va y arriver, mais il faut que tout le monde se lève comme un seul homme pour défendre ce genre de personnes qui font l'objet. Parce que l'arrestation, dans des circonstances pareilles, est arbitraire. Parce que cette situation, ce qu'on lui reproche, ça relèverait plus des tribunaux civils que des tribunaux pénals. Et on devrait quand même faire en sorte que ce qu'on dit du Sénégal, que ça se reflète dans la réalité. Et tel n'est pas encore le cas. Et là, nous avons tous l'obligation de travailler dans cette direction, nous battre pour que M. Seye soit libéré et nous battre pour que la loi sénégalaise, que ces lois-là, que je qualifierais même de scélérates, ne puissent jamais continuer à être utilisées par le procureur pour... comme une épée de Damoclès. Voilà, comme une épée de Damoclès pour nous tous, parce que Seye est aujourd'hui là-bas, mais nous tous, ici, pourrons un jour ou l'autre
si ces lois-là continuent à exister, faire l'objet de poursuites à cet égard. Pape Kane, membre fondateur de la RADDHO, nous recevrons également Maître Moussa Sarr, avocat à la Cour. Alors Maître, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal ne gagnerait pas à avoir des juges de liberté comme ce fut le cas en France pour quand même pouvoir ôter aux procureurs ces exorbitants pouvoirs à pouvoir placer quelqu'un sous mandat de dépôt? Madame Diallo, sur cette question, si vous avez eu l'occasion de temps à autre de me suivre là-dessus, c'est ma position constante. J'ai toujours soutenu et je continue à le soutenir que la mise en place d'un juge des libertés et de la détention est une nécessité absolue, est une urgence absolue. Il faut qu'on arrête avec ce cumul de fonctions incompatibles au niveau du parquet. C'est-à-dire que le parquet ne peut pas rechercher, arrêter, poursuivre et exercer un mandat de dépôt qui relève de l'appréciation en principe souveraine d'un juge du siège. Donc, il faut aujourd'hui la création d'un juge des libertés et de la détention pour contrecarrer, pour redimensionner le pouvoir du parquet. Le parquet doit avoir des pouvoirs, mais il faut redimensionner ces pouvoirs, les adapter à un état de droit moderne. Mais ça ne suffira pas. Si on crée un juge des libertés et de la détention et que ces dispositions de l'article 139 continuent à exister, il reste que ce ne sera qu'une réformette de plus. Il faut cette réforme, mais en même temps une réforme globale pour regarder sur l'ensemble du code pénal toutes ces dispositions qui sont liberticides. Là également où il y a des pouvoirs exorbitants du parquet et qui portent atteinte aux droits de l'homme pour aller de l'avant. Je donne un exemple. En matière de liberté provisoire, je ne parle même pas de ces dispositions qui sont prévues par l'article 139, 56 à 100, 250, mais dans le droit commun. Si vous êtes arrêté de manière provisoire, mis en détention provisoire, vous êtes entendu au fond, vos avocats font une demande de mise en liberté provisoire. Naturellement, et conformément à la loi, la demande est envoyée au parquet pour avis et observation. Le parquet peut s'opposer en disant « moi je ne suis pas d'accord » parce que le parquet est parti au procès. Le juge d'instruction donne une liberté provisoire. Si le parquet fait appel, vous ne sortez pas. Alors que le juge d'instruction est un juge du siège qui est indépendant, qui est impartial. Mais avec cet appel du parquet, vous ne sortez pas. Vous allez en appel. La chambre d'accusation, la cour d'appel confirme cette liberté provisoire. Le parquet fait appel. Vous ne sortez pas. Vous faites un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Si le parquet avait fait appel également, vous ne sortez pas. Ça pose un problème. Le parquet est parti au procès. Donc, voilà un exemple encore de pouvoir exorbitant. Ça veut dire, à la limite, le système, quelque part, est un peu plombé par la toute-puissance du parquet dans le cadre des libertés. Ce qui renvoie un peu au caractère un peu suranné sur certains aspects de notre droit pénal. Il est vrai que moi je suis d'accord que dans certaines infractions, il faut qu'on prenne des mesures de détention provisoires. Mais on ne doit pas systématiser cela. Et d'autre part, il ne faut pas qu'on permette au parquet, avec sa toute-puissance, de remettre en cause des libertés. Alors que le principe dans notre code pénal, c'est la liberté. L'exception, la détention. Mais dans les faits, le principe, quasiment, j'ai dit, c'est la détention. Aujourd'hui, 41,6% des détenus dans nos prisons sont en détention provisoire. Ça veut dire que la moitié des détenus aujourd'hui ne sont pas encore jugés. C'est énorme dans un petit pays comme le nôtre. Ça veut dire qu'il y a un problème. On les nourrit, on surpeuple les prisons inutilement. Alors que pour certaines infractions, cela n'était pas nécessaire. On pouvait vous mettre sous contrôle judiciaire. On pouvait vous laisser libre parce que vous êtes régulièrement domicilié. Mais il y a cette conception punitive de notre droit pénal. Alors qu'on doit quitter cette conception punitive vers une conception restauratrice où on met en avant la resocialisation, la dignité humaine. Malgré la faute, tout le monde peut fauter. Maintenant, on doit vous donner une chance de tirer les enseignements de cette faute. Maintenant, il y a des cas extrêmes où je suis d'accord qu'on ne doit donner aucune chance à certains caïds de continuer à porter atteinte à l'ordre public, à l'intégrité des personnes et à leurs biens. Mais vraiment, il y a un travail à faire et il faut une volonté politique pour cette évolution-là. Les organisations de droits de l'homme, la société civile,
Tout le monde pousse. Mais il faut une volonté politique pour assainir ces textes et pour mettre définitivement le Sénégal dans les rails d'un état de droit moderne et d'une démocratie mature. Parce que pour moi, notre démocratie, elle n'est pas encore mature. Nous avons une démocratie en maturation. Parce que dans une démocratie mature, il y a certains types d'infractions ne peuvent pas exister. On ne peut pas poursuivre quelqu'un parce qu'il a donné son avis. Dans une démocratie mature, une idée, une opinion, des arguments se combattent contre des arguments. Nous constatons de temps en temps qu'au Sénégal, on a commencé à judiciariser le débat public. Et c'est dangereux. Le débat public ne doit pas être judiciarisé. Lorsqu'un débat public est posé, la réponse doit être une réponse par un débat et non pas une réponse pénale. Mais ce qu'on constate, c'est que dans l'espace public, lorsque certains acteurs, lorsque certains citoyens posent un débat public qui peut parfois être gênant, au lieu de répondre par des arguments, on sert une réponse pénale. Ce n'est pas admissible dans une démocratie majeure. C'est pourquoi nous avons une démocratie en maturation, parce qu'il y a des éléments de fragilisation de notre démocratie. Et ce n'est l'intérêt de personne, même l'État. C'est dans l'intérêt de tout le monde d'apaiser l'espace public, qu'on permette aux citoyens de s'exprimer, aux organisations, aux lanceurs d'alerte. Parce que le droit à l'interpellation, le droit à l'alerte, le droit à la vigilance, le droit au veille, c'est tout à fait normal dans une démocratie moderne. Ça ne doit pas choquer, ça ne doit pas induire une frilosité. Vous avez lâché le mot, Maître Sarr. Il faut une volonté politique pour changer ce qui existe et qui n'est pas bon ou qui n'est pas totalement bon. Et les organisations de la société civile sont quand même interpellées sur ce combat. Tout à fait, madame. J'ajouterai juste un petit mot à ce que dit Maître Sarr, en vraiment interpellant les autorités pour dire arrêtons ce fait d'embastiller les gens à tout moment. Les prisons du Sénégal, et ceci est officiel, sont tellement congestionnées, ça fait 250%. On est à 260% de surpeuplement. De 260% de surpeuplement. Sur 37 prisons. On ne peut pas, pour des questions aussi banales que celle-là, encore embastiller les gens. Ça, c'est... S'agissant de la volonté politique, je dois ici dire qu'il y a eu quand même une évolution dans la volonté politique. Quand on prend l'histoire politique récente du Sénégal, parce que les droits de l'homme sont devenus vraiment des choses importantes sous le magistère de Diouf. À la fin du mandat de Diouf, il avait commencé à mettre en place tout un dispositif qui permettait de s'assurer du respect par le Sénégal de ses engagements internationaux. Le Comité sénégalais des droits de l'homme avait été... le texte concernant le Comité des droits de l'homme avait été révisé. On a créé une structure qui était composée d'organisations de la société civile et des gens de l'administration qui travaillaient vraiment pour faire avancer la cause du droit. On a changé beaucoup de lois ici au Sénégal, 97 par exemple, la loi sur les violences faites aux femmes. On a changé, à l'époque, si Maître Sarr se souvient, il y avait beaucoup de problèmes, surtout liés à la situation en Casamance, beaucoup de problèmes de torture. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus, parce que des efforts ont été faits de la part de l'État. Mais tout a commencé à changer avec les régimes libéraux, qui a complètement déstructuré l'organisation de la protection des droits et qui a vraiment géré ça de manière politicienne. Et c'est cela qui se poursuit. Et qui se poursuit jusqu'à un tel point que quand un officiel sénégalais va à Genève pour parler de la situation des droits de l'homme, parle ça de manière la plus honnête possible, à son retour de Dakar, il est sanctionné par les autorités. Vous vous rappelez de la situation du directeur des droits humains. Ça donne une indication sur l'orientation prise par le régime actuel. Et donc, tout ce qui se passe à l'heure actuelle n'est pas surprenant. Mais c'est là où, vraiment, on en appelle aux autorités pour que le Sénégal retrouve la place qui était la sienne et commence maintenant vraiment à respecter un certain nombre de choses. Tout à l'heure, monsieur Sarr parlait de la question de la liberté d'expression. Vous savez que quand on est une autorité publique, les droits de l'homme disent vous devez nécessairement accepter les critiques, même les plus acerbes, parce que c'est comme cela que fonctionne une société démocratique. Mais pour eux, dès l'instant que vous dites qu'il y a quelque chose de blanc dans les cheveux,
on commence à vous créer des problèmes. Oui. Donc on se demande si ces personnes-là ont aussi une culture des droits de la personne humaine. Et aussi la manière dont, parce que ça c'est pour moi aussi quelque chose de fondamental, je ne sais pas ce que M. Sarr en pense. L'indépendance de la justice est aussi un élément central. On va en parler tout à l'heure. Un élément central dans la protection. Absolument. Et en attendant, Maître Sarr, je ne vous ai pas encore entendu parler de la CREI parmi les réformes dont vous faites état. La CREI, quand même, qui a été souvent décriée, c'est une juridiction d'exception, mais on a quand même annoncé, encore une fois, une réforme avec la mise en place d'un parquet financier. Écoutez, moi, concernant la CREI, j'ai un seul problème, c'est l'absence d'un double degré de juridiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité, lorsque vous êtes condamné en première instance, de faire appel. Oui. J'estime que ça, ce n'est pas conforme aux standards internationaux en matière d'état de droit. Donc, il faudrait que l'État instaure ce double degré de juridiction. Et on peut faire une comparaison. La cour d'assises, avant sa réforme en chambre criminelle, ne comportait pas également un double degré de juridiction. Mais l'État a supprimé la cour d'assises pour créer des chambres criminelles en mettant en place un double degré de juridiction. Mais pour moi, dans l'absolu, la CREI ne me gêne pas. Mais il faut modifier en instaurant un appel. Également, l'État peut aussi changer pour des questions de symbole la dénomination, en faire des chambres économiques et financières. Moi, j'estime que dans ce pays, il nous faut, pour de la pédagogie, qu'il y ait une chambre ou des chambres spécialisées en matière de bonne gouvernance. Parce que ce qui se passe dans notre pays depuis des années, je dis depuis des décennies, n'est pas concevable. Un pays aussi pauvre que le Sénégal, qui se bat au bas-fond des 25 pays les plus pauvres, il y a des multitudes de rapports où des citoyens sont suspectés, je dis suspectés, d'avoir détourné des milliards et qu'il n'y a aucune suite, ce qui donne une certaine forme d'impunité parce qu'ils ne sont pas jugés. Au même moment, nous cherchons des financements à gauche et à droite. J'estime que ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Il faudrait qu'on réforme la CREI, on maintient la dénomination, on crée des chambres économiques et financières pour juger toutes les personnes qui sont accusées de détournement de deniers publics tout en respectant la présomption d'innocence. Maintenant, la création du parquet financier. Oui, ça peut être une bonne chose parce que ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une spécialisation du parquet en matière économique et financière. Comme dans certains pays également, il y a un parquet terroriste. C'est compte tenu de l'acuité de la question qu'on crée un parquet terroriste pour prendre en charge correctement. Je pense qu'au Sénégal, compte tenu de l'acuité, de l'ampleur qu'a pris le phénomène de prévarication, de détournement de deniers publics, il est important de créer un parquet spécialisé, le parquet étant le maître des poursuites, pour qu'il y ait un traitement diligent, efficace et professionnel de cette question. Mais il ne faut pas que cela reste une simple réformette. Ce que j'entends par réformer, c'est quoi? Il ne s'agit pas de mettre en place un simple parquet financier. Parce que si on met un parquet financier et que ce parquet ne reçoit pas d'instructions pour qu'il y ait des poursuites à la suite du dépôt des rapports, ça ne servira à rien. C'est pourquoi moi j'ai dit, en plus de la création d'un parquet financier, pour que cette réforme soit efficace et lutter contre l'impunité, ou cette sorte, entre guillemets, cette sorte d'impunité, il faut qu'on crée ce qu'on appelle une exception à l'opportunité de poursuite du parquet. Parce que dans notre système pénal, le parquet, lorsqu'il reçoit des rapports, peut poursuivre comme ne pas poursuivre. Et en droit, on ne peut pas le reprocher. On ne peut pas lui reprocher cela. Maintenant, sur les questions de bonne gouvernance, de transparence dans la gestion des affaires publiques, il faut qu'on crée une exception à cette opportunité de poursuite. En instaurant le principe de la légalité des poursuites. Ça veut dire que dès que le rapport arrive, c'est que les rapports de tous ces corps de contrôle, il faut qu'il y ait une obligation de transmission. Même si le chef de l'État peut avoir la primeur, mais ces organes doivent avoir une obligation de transmission au parquet. Première obligation de transmission. Et deuxième obligation, l'obligation de poursuite du parquet. Ça veut dire qu'on supprime cette opportunité de poursuite et que dès que le parquet reçoit tous ces rapports de ces corps de contrôle, qui pour l'essentiel sont des rapports bien faits, et je profite de l'occasion pour magnifier ce travail de qualité, mais ce travail de qualité doit avoir une finalité. Sinon, ça donne une sorte d'impunité. Donc, il doit y avoir une seconde obligation, c'est l'obligation de poursuivre du parquet. Et que dès que ces rapports arrivent, s'il y a des citoyens qui sont accusés
d'avoir détourné, même s'il bénéficie de la présomption d'innocence, que le parquet enrôle, poursuit devant les juridictions de jugement et que ces citoyens se défendent devant les juridictions pour démontrer leur innocence. Et s'ils sont innocents, ils sont relaxés. S'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés. C'est comme ça qu'on va renforcer l'état de droit. C'est comme ça qu'on renforcera notre démocratie. C'est comme ça qu'on luttera contre l'impunité. C'est comme ça également qu'on va améliorer la bonne gouvernance qui est inscrite dans notre constitution, dans notre préambule, où on dit le peuple sénégal souverain affirme son attachement à la transparence dans la conduite, la gestion des affaires, la bonne gouvernance. Mais dans les faits, à cause d'un problème de mécanisme, il n'y a pas de finalité. Et donc, finalement, on est au même point. Il y a aussi un autre problème fondamental à ce niveau-là, c'est le cordon ombilical qui existe entre l'État et le procureur de la République. Ça, il faut, je ne dis pas couper le cordon. Moi, j'ai une autre conception là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord pour couper complètement. Oui, je ne dis pas couper. C'est notre système. Moi, je suis d'accord pour qu'on maintienne ce cordon ombilical. Mais sur certaines questions où il y a constamment un débat sur une tentative d'instrumentalisation du parquet, c'est vrai ou c'est pas vrai, qu'on supprime le lien hiérarchique pour donner au parquet autonomie. C'est le cas des poursuites individuelles. Lorsqu'un citoyen est poursuivi, que ce soit homme politique ou autre, qu'il n'y ait plus d'instruction et qu'on laisse au parquet son autonomie. C'est le cas également dans le cadre de la gouvernance économique, et comme je viens de le dire. On supprime l'opportunité de poursuite. Ça veut dire que si on crée l'obligation de poursuite, le parquet n'a pas besoin d'attendre des instructions. Donc pour moi, dans ce système qui est particulier à notre histoire, il y a lieu de créer des exceptions pour renforcer l'état de droit. Et ça, c'est quelques exemples. Et ce n'est pas exhaustif. Il peut y avoir d'autres cas. Mais tout en maintenant le système dans le principe, mais en créant des aménagements sur les questions les plus sensibles qui peuvent être interprétées comme des tentatives d'instrumentalisation du parquet. Oui, j'aime bien le mot de Maître Moussa Sarr. Il ne faut pas faire des réformettes. On a quand même entendu que la CREI va être réformée et beaucoup de gens quand même commencent à saluer parce qu'il était dit que la CREI était encore une arme entre les mains du pouvoir contre ses adversaires politiques. On a vu ce qui s'est passé au tout début de la première alternance. 25 personnalités étaient sur la liste de la CREI. À l'arrivée, on n'a eu que 2 ou 3 personnes qui ont été jugées. Et le reste, les gens se demandent où sont-ils. Ils sont tous chez Macky Sall. On a également entendu le président de la République dire qu'on ne peut pas envoyer tous les criminels économiques en prison par peur quand même de brûler le pays. Oui, madame, vous savez, la CREI a une histoire. Quand Abdou Diouf l'a créée au lendemain de son accession au pouvoir, il y avait aussi à l'époque cette volonté vraiment étatique de mettre un terme non seulement à la prévarication, l'enrichissement illicite, c'était même le mot qui avait été prononcé. Qui avait été jugé à ce moment? Il y avait 2 ou 3 personnes. 2 personnes. 2 personnes qui avaient été jugées. 2 lampistes. Donc, cette cour-là, en tant que telle, c'est là où moi, je trouve, en tant que militant des droits de l'homme, n'a même pas sa raison d'être. Ce qu'il faut, et il l'a dit tout à l'heure, créer un parquet financier, faire en sorte que ça sorte de l'exception, que ça devienne que ça fasse partie de l'organisation judiciaire du Sénégal. C'est en cela que ça peut jouer un rôle. Et en ce moment-là, on ne pourra pas parler de questions de double degré de juridiction parce que le système sénégalais est bâti autour de ce truc de double degré de juridiction jusqu'à la Cour suprême. C'est ça que je considère comme étant un système judiciaire moderne. Donc la Cour n'a pas sa raison. Et autre chose qu'il faut aussi intégrer dans le système judiciaire, ce qu'on avait appelé les chambres extraordinaires. Oui. Parce qu'elles ne doivent plus être extraordinaires. Le système judiciaire sénégalais doit être en mesure de juger les crimes les plus graves, sans avoir besoin d'aller à l'Union africaine et demander qu'on juge des gens au nom de l'Union africaine. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Ce que vous dites là, ça, ce sont les procédures judiciaires. Mais ce qui est encore fondamental, ce sont des incriminations. Et là, il faut aller de fond en comble. Je prendrai 2 petits exemples qui concernent le quotidien des Sénégalais. Par exemple, le code pénal sénégalais contient une disposition sur le vagabondage. Maître, je ne me trompe pas. Le vagabondage, mais c'est un concept totalement colonial. Totalement colonial. C'est-à-dire le vagabond est celui dont on ignore
Un résident qui n'a pas de résidence. Qui n'a pas de domicile. Et je me souviens, madame, ayant participé à des séances de discussion sur le code pénal, mais les policiers et les gendarmes s'opposaient à ce qu'on enlève cette disposition du code. Parce que vous savez pourquoi ils le disaient? Non. C'est le seul moyen de pouvoir maintenir quelqu'un en détention, sans avoir à le justifier. Donc vous voyez que le problème est plus profond. C'est même notre conception de droit de la personne qui doit être revue. Et revue en profondeur. Parce que si le policier et le gendarme s'expriment de cette façon, c'est qu'ils n'ont pas encore intériorisé l'idée que les individus ont des droits. Donc vous voyez que le problème est très profond. Et je pourrais même aller plus loin. Même la formation des avocats et des juges. La quasi-totalité des juges sénégalais ne connaissent même pas le droit international. Alors comment voulez-vous que... Comme les avocats que nous sommes ici. Comment voulez-vous que ces personnes-là, qui sont au cœur du fonctionnement du système judiciaire, puissent appliquer les conventions que le Sénégal a ratifiées? Donc vous voyez que le problème, il est profond, le problème, il est entier. Et donc, il nous faut travailler ensemble. Et ça, je pense que le barreau a un rôle à jouer, le ministère de la Justice a un rôle fondamental à jouer. J'ai vu récemment qu'ils ont développé une politique sectorielle qui tend vraiment à reformer tout cela. Mais bon, avoir une politique de l'État bien élaborée, c'est une chose, mais appliquer cette politique, c'est une autre chose. Oui. Et on sait que ça peut prendre des siècles. Et nous voulons que le Sénégal respecte ses engagements. Oui, tout ceci repose, Maître Moussa Sarr, l'épineuse question de l'indépendance de la justice au Sénégal. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour garantir l'impartialité de la justice? Bon, écoutez, pour moi, lorsqu'on parle d'indépendance, ce n'est pas pour moi, ça tout le monde le sait. Lorsqu'on parle d'indépendance de la justice, ça renvoie au magistrat du siège. Le parquet, on ne parle pas d'indépendance. Le parquet est subordonné à l'exécutif. C'est ça nos textes. Donc, l'indépendance renvoie au magistrat du siège. Au Sénégal, les magistrats du siège ont une indépendance fonctionnelle. C'est-à-dire? Ça veut dire que les textes leur garantissent une indépendance. Maintenant, il n'existe pas d'indépendance absolue. Ça veut dire qu'il y a des points de fragilité qui peuvent être utilisés par l'exécutif pour mettre pression sur eux. Ces points, on peut les renforcer. Mais au Sénégal, les magistrats du siège... Je sais pas, oui, c'est pourquoi je dis, au Sénégal, les magistrats du siège ont une indépendance fonctionnelle. Maintenant, la question de l'indépendance, elle n'est pas réglée que par des textes. Au-delà des textes, c'est une question de vertu et d'engagement personnel. Maintenant, on peut renforcer cette indépendance sur deux leviers majeurs, souvent, que l'exécutif peut utiliser pour mettre la pression sur les magistrats du siège. C'est la question de l'inamovibilité, la question de l'intérim. Et c'est des concepts qui ne sont pas clairement définis et encadrés. Donc, il faut aller dans le sens de définir et d'encadrer ces deux mécanismes qui sont nécessaires au fonctionnement de la justice. Pas les supprimer, parce que la justice est un service public. Il faut qu'on mette en place des mécanismes qui permettent d'assurer la continuité du service public. Mais il ne faudrait pas qu'on utilise ce mécanisme pour en faire des moyens de pression contre les judiciaires. Donc il faut définir et l'encadrer davantage pour renforcer l'indépendance de la justice. Parce que la question d'indépendance, c'est une question continuelle. Chaque génération, chaque période historique fait appel à des questions particulières pour l'indépendance de la justice. Il y a de cela quelques années, dans les années 90, on parlait des conditions de vie des magistrats pour renforcer leur indépendance. Ce qui est vrai. Aujourd'hui, depuis le régime libéral, beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer. C'est pour donner un simple exemple que chaque génération a ses exigences d'indépendance. Aujourd'hui, entre autres exemples, ces deux questions sont nécessaires pour renforcer l'indépendance des magistrats du siège. Maintenant, il reste que cette question est consubstantielle à la justice. Chaque pays, chaque génération, à un moment ou un autre de sa vie, a fait face à un problème lié au renforcement de l'indépendance de la justice. Le rapport du juge... Attends, c'est important. Le rapport du juge à l'État est quand même un problème. En 1974-75, quand on a organisé le multipartisme, Cheikh Anta Diop avait déposé les statuts de son parti. De 76 à 80,
aucune juridiction sénégalaise, et pourtant c'était la chambre administrative de la Cour suprême qui devait se prononcer, ne s'est jamais prononcée. Il a fallu l'alternance en 81 pour qu'une décision de justice soit prise. Ça vous donne une idée de cette relation difficile entre l'exécutif et le judiciaire en tant que tel. Et le fait que, par exemple, ici au Sénégal, on ait eu cette disposition qui augmente le nombre d'années des hauts magistrats, ça pose un problème. Ah oui, sur cette question, moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Je suis pour l'égalité. Voilà. Qu'on revoie la retraite à 108 ans pour tout le monde. Et ce que le maître a dit tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on a une affaire devant la justice qui va vraiment régler la question de l'inamovibilité et la question, en tout cas, de l'intérim. Attendons que la justice, parce que cette fois-ci, c'est les juges eux-mêmes qui vont se prononcer sur une question qui est fondamentale pour le bon fonctionnement de l'administration. Alors, Pape Kane, il ne reste plus que une minute. Aujourd'hui, est-ce que réformer, ou même parler d'indépendance de la justice, ça peut passer par la principale doléance de l'Union des magistrats du Sénégal, qui ne veut plus que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature et que son ministre de la Justice en soit le vice-président? Vous savez, sur cette question, moi, je veux dire deux choses. Ce système, on l'a hérité de la France. Encore. La France elle-même a évolué sur ce point-là. Et je ne vois pas pourquoi. Parce que quand l'USM arrive à poser ce problème, l'UMS, c'est qu'il y a un vécu. Il y a des circonstances qui expliquent pourquoi ils le veulent. Mais allons, discutons de cette question et voyons comment on peut évoluer dans cette direction. Ça, c'est un. Deuxièmement,